Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans le 4e numéro d'Amicalement Sport avec mes fidèles acolytes Quentin, Grishka, Mallory et Kevin. Ouais. Bienvenue à tous. Fidèle, ça fait plaisir. Toujours fidèle, toujours présent. Un numéro spécial e-sport ou sport électronique comme on dit en français. Il faut toujours tout franciser. Avec tout d'abord un débat, un retour sur ce phénomène du e-sport qui prend une place de plus en plus importante dans le monde et en France. On le voit dans les médias spécialisés et généralistes de plus en plus. Avant de nous interroger sur ce que cette émergence, on va dire, nous amène à nous interroger sur la place du sport et le sport en lui-même, sa définition, voir pour résumer, si la dimension physique est toujours aussi importante aujourd'hui pour définir un sport, que ce soit en purement théologique ou par exemple pour un sport olympique. Allez, un jiggle et on va parler de tout ça maintenant. Alors en première partie, nous allons donc revenir sur ce qu'est le e-sport, parce que globalement, si on parle à une personne lambda, j'entends qui n'est pas forcément gamer, par exemple Quentin, de ce que sont les jeux vidéo, ils vont penser au mec tout seul dans son canapé, dans sa chambre, devant un ordi. Genre Mallory, tu veux dire Putain, mais je l'attendais tellement, mais ça, avec des boutons et des lunettes. Voilà, ouais. Voilà pour reprendre. Je sais qu'il y a une émission cinéma sur cette chaîne pour reprendre l'image qu'on voit dans n'importe quel film du gros geek avec les boîtes de pizza vides. Le trentenaire qui vit dans la cave de sa grand-mère avec le t-shirt Star Wars. Cela dit, j'en connais vraiment des comme ça. Oui, les ça nerds, existe, ça c'est pas une légende. Clément, arrête de parler de toi, la troisième personne. c'est les nerds. Voilà, les nerds. Oui, tout ça pour dire que au niveau du sport, vraiment les jeux vidéo, Ah bah ceux-là, oui, forcément. Ce n'est absolument pas ça. Et c'est quelque chose qui mérite. C'est mieux, c'est quelque chose qui mérite d'être connu. Qu'on en parle. Donc globalement, qu'est-ce que le e-sport ? On peut définir ça déjà en disant que c'est la pratique du jeu vidéo dans le cadre d'une compétition officielle. Mmh. C'est un mouvement qui les compétitions, ça existe depuis le milieu des années 90 avec le système de jeux en réseau, même avant l'émergence d'Internet. Ouais, depuis. Il n'y avait pas un championnat du monde de Tetris ou un truc comme ça. Non mais Age of Empire 2, j'en suis sûr. Age of Empire 2, le premier Starcraft. Putain, j'ai raté ma carrière. Ouais, bah moi aussi, laisse tomber. Les premiers CS, tu faisais des championnats en LAN sans Internet. Maintenant, dans des salles obscures avec des ordis. C'est ça, ou même. C'est comme quand t'avais ton câble Link et que tu transférais des Pokémon d'une Game Boy à une autre, tu veux dire. Bah, ça commence par là. Ça commence par là aussi. Bah, il y a des championnats du monde de Pokémon. Oui, c'est vrai. Ouais. Il y en a. Toi aussi, t'étais frustré de pas pouvoir faire évoluer Spectrum, hein, à vous. C'est ça. Est-ce que les moi, c'était pour avoir Nidoking, mais au final, les premières compétitions, c'est 4 potes dans un salon qui connectent leur ordi et puis qui oui, clairement. Quand en 80, quand j'avais 4 ans en 95 avec le fils de ma marraine, on se mettait des mines à Worms, c'était déjà c'était de la compète. Bon, aujourd'hui, ça a pris une autre ampleur avec l'arrivée de l'arrivée de l'argent dans le milieu. Tout simplement. La professionnalisation des que c'est un domaine c'est un domaine en pleine expansion avec l'arrivée des sponsors, dont YouPorn. dont YouPorn qui a sa propre équipe de e-sport. C'est quand même impressionnant pour vous dire la popularité de la puissance dans le poignet, à mon avis. Ouais. Merci Quentin, il fallait la faire. Jamais déçu. Pour vous donner un peu... Je serai la caution intellectuelle de l'émission. Pour vous donner un peu un ordre d'idée, le e-sport c'est quoi aujourd'hui ? C'est 27 millions de personnes qui ont suivi un live de tournoi de League of Legends en 2014 pour la finale. Soit autant d'habitants qu'au Pakistan. Non, et plus que le match France-Ukraine, j'ai entendu. Plus que le match France-Ukraine pour prendre des équipes. Les mecs, ils ont commencé dans la première finale de la Coupe du Monde, dans le SWC ou les World Series de League of Legends. Ils ont commencé dans un hangar où ils étaient 150 et là, la dernière finale, c'était une des dernières finales, c'était dans le stade de Séoul. Voilà. Avec 70 000 personnes. Voilà. Ils l'avaient pas rempli, mais ils avaient quand même mis 40 000 personnes. Voilà. Donc, il y avait plus de 20 millions en live qui suivaient. Enfin, c'était ça. Et il y a même ça marche beaucoup par le système de live internet. On y reviendra. Mais t'as par exemple des champions de e-sport qui font juste des entraînements, c'est-à-dire des parties comme ça hors compétition. C'est suivi par
60 000 personnes en direct sur des scènes de live. Ouais. C'est monstrueux. Bon, il y a bien des gens qui prennent leur bagnole pour aller voir s'échauffer Lille, donc. Oui, mais alors franchement, pourquoi pas un entraînement de Lille où ils sont 40 000. Ah non, ça n'a pas dû arriver souvent. Ouais, mais ils sont pas streamés non plus les entraînements de Lille. Je te rassure, même un match. Oui, même un match. Non, mais c'est vrai, c'est comme si les Madrid allaient voir un entraînement du Real et tout ça, la moitié du Bernabéu. Et tout ça, c'est du live. Et en plus, il y a les chaînes YouTube qui vont qui s'ajoutent en fait avec franchement des scores énormes aussi. YouTube ou Twitch qui est Twitch, la grande plateforme. YouTube a racheté Twitch. Donc, non, du coup. c'est Amazon. C'est Amazon. Amazon. Ah oui, Amazon. YouTube a ouvert sa plateforme de streaming. Ah, autant et pour moi, vous dire aussi, là, on parlait d'argent, Amazon a racheté Twitch pour à peu près $1 milliard. Quasiment, ouais. Pour vous dire l'importance 960 pécuniaire que l'on peut avoir avec le e-sport. Ah bah il y a du pognon, hein. Ah, clairement. C'est un peu la base du truc d'ailleurs. Il y a du gros pognon, c'est ce qu'on en reparlera dans le débat, c'est un peu les limites du e-sport, mais. Et c'est ce qui le rapproche aussi de certains sports. Ouais, non, mais il y en a qui touchent énormément d'argent. Bah, les récompenses pour les tournois sont assez disparates au final, mais les plus grands qui sont généralement sur Dota ou Starcraft en Corée. Donc Dota, peut-être pas dire ce que c'est quoi. Oui, qui est à la base qui est un mode multijoueur qui est tiré de Warcraft 3. Qui a été retravaillé, qui est devenu un jeu complet à part entière, assez élitiste parce qu'il est dur d'accès et dur à maîtriser. C'est pas forcément le jeu que tu iras acheter quand tu iras. Alors que League of Legends, il faut 5 minutes pour comprendre comment ça marche, mais il faut des années et des années pour maîtriser. Il y a 130 héros. Voilà, pour revenir, il y a deux types de jeux en compétition. En gros, c'est les MOBA que Kevin va nous présenter et les FPS. Il y a les STR aussi, c'est-à-dire les stratégies en temps réel, type Starcraft. Aussi, voilà. Type Starcraft, globalement. Après, t'as FPS, c'est Mallory, c'est. Il y a Call of Duty, Battlefield, plus rare Battlefield, Counter Strike. Voilà. En gros, les jeux de tir en vision. En vue à la première personne. D'où FPS, First Personal Shooter. Voilà. Pour les MOBA, Kevin. Donc globalement, League of Legends. Voilà, League of Legends, vraiment, c'est celui qui est le plus connu et le plus joué. Et les chiffres, ça rentre dans quelle catégorie? Ouais, en 5 ans. Ouais. Ben moi j'ai commencé à y jouer. Bon maintenant j'y joue plus, mais j'ai commencé à y jouer pratiquement au départ. Et donc déjà on va revenir sur MOBA, c'est Multiplayer Online Battle Arena. Donc globalement c'est une arène, un décor en fait, dans laquelle s'affrontent deux équipes. Donc après le nombre peut varier. En l'occurrence League of Legends c'est 3 et 5. Il y a plusieurs en fait ce qu'on appelle des lanes. Quand on joue à 5 c'est 3 lanes. Donc globalement il y en a deux. Il y a 2 joueurs en bas, 2 joueurs en haut et 1 joueur au milieu. Et le but c'est donc de détruire progressivement les défenses adverses et d'arriver au bout et de détruire la base en fait. Et donc à la fin c'est globalement le but est de détruire absolument tout. Donc on peut évidemment par équipe, on peut tout à fait créer des systèmes exactement en fait comme dans les jeux pour le coup dans le sport réel, il y a vraiment des systèmes qui se créent. Il y a des postes. Il y a des postes. Il y a des mecs qui sont par exemple on parlait là 4-4-2 milieu losange, tu veux dire. Exactement, c'est ça. Les cartes sont complètement symétriques, c'est-à-dire que en bas à droite, tu vas avoir une base, en haut à gauche, tu vas en avoir une autre, deux chemins qui partent sur les côtés et un chemin au milieu. Voilà. Et t'as des postes, des mecs qui vont s'occuper exclusivement du middle, du milieu, des mid laners qui sont il y a les assists, etc. Les quarterbacks. Ouais, mais c'est on est sur des systèmes comme ça. Mais d'ailleurs, il y a même des variantes, c'est-à-dire que des fois en haut, il y en a qu'un et il y en a un qui fait ce qu'on appelle la jungle par exemple, c'est-à-dire qu'il est chargé en fait d'aller à l'intérieur de la jungle donc dans le décor et il doit lui-même se développer et gagner de plus en plus d'expérience pour pouvoir acheter des bons items, ce qu'on appelle des items, revenir au bon moment et ce qu'on appelle donc faire des attaques surprises en fait pour parler en français pour le coup. Et donc il y a vraiment plusieurs systèmes, c'est intéressant, il y a vraiment une stratégie qui est développée et donc c'est beaucoup plus complexe qu'on pourrait le penser parce que c'est vrai que déjà quand t'as jamais joué ni regardé, tu comprends rien. Non, exactement. Tu comprends absolument rien de ce que tu vois. Quand tu commences à comprendre, ça s'éclaircit et il y a des matchs qui viennent franchement épiques, dont le mois dernier, il y avait la finale du 5e championnat du monde où les mecs qui ont gagné, il leur restait plus qu'une défense avant de se faire défoncer la base, sauf que derrière les mecs ont contourné, ils sont allés détruire direct la base adverse en 40 secondes. Et le stade a fait ouh. T'avais l'impression d'être en finale de Coupe du Monde. C'est vrai que c'est impressionnant quand on comprend. C'est-à-dire que t'avais pas l'impression d'être à Louis II, quoi. Ah non, ça c'est clair. Voilà. Pour les novices, c'est vrai que c'est un peu à Louis II, l'e-sport, c'est Candy Crush pendant les matchs. Voilà. Pour préparer l'émission, j'ai essayé d'un peu me renseigner pour comprendre ce qu'était le jeu Dota. Et c'est vrai que, sans vidéo, on va dire juste des textes d'explication, c'est
quasiment incompréhensible. Non mais il faut jouer, il faut vraiment jouer pour comprendre. Voilà. Après quand on joue, c'est vraiment intéressant et très très addictif. Du coup, il faut bien souligner parce que franchement c'est terrible. Il y a un autre style de jeu mais qui est représenté que par un jeu de cartes par Hearthstone de Blizzard. Qui est un jeu de cartes plateau. Et à 10 bouts aussi dans ce cas-là. Pour résumer, bon les fans vont peut-être me crier dessus, mais c'est un peu les cartes Magic mais en version jeu vidéo. Oui, c'est réadapté et ça marche très bien parce que ils ont fait des jolies animations quand tu poses des cartes et tout ça, parce que ils ont rendu ça visuel, donc pas chiant à regarder ni à suivre. Il y a tout le temps des nouveautés, des cartes qui sont. Je veux dire, c'est Yu-Gi-Oh en fait. Oui, non, il y a eu des compétitions mondiales de Yu-Gi-Oh un temps. Mais de Pokémon aussi. Hein. Oui, Pokémon, il y a toujours. Aussi, hein. Il y a toujours. Ah. Donc voilà, pour le coup, en compétition, là, de ce que tu m'as dit, on comprend bien l'idée. C'est on doit détruire le plus de fois la base adverse. Non, pas le plus de fois. On doit détruire une fois, mais en fait, il y a des défenses à détruire petit à petit, en fait, pour arriver à cette base, globalement. Oui. Mais le but ultime, c'est de la détruire, évidemment, une seule fois et c'est gagné. Et pareil pour les jeux FPS, c'est deux équipes. Le but du jeu, c'est de détruire globalement, l'équipe adverse. c'est du match à mort. Après, il y a les modes de jeu, il y a les captures de drapeaux, mais qui sont assez peu pratiqués. Globalement, après les compétitions, c'est ce qu'on retrouve dans n'importe quel sport, c'est-à-dire avec un système d'élimination directe. Des poules. Exactement, des poules. Phase finale, etc. Ça, pour le coup, des choses que l'on connaît très bien. Donc, après, pour vous se rendre compte de la puissance du jeu, faut expliquer que les compétitions, c'est pas comme n'importe quel sport où là pour le coup ça marche avec des fédérations nationales et internationales. Là pour le coup c'est fait pas mal par les créateurs de jeux eux-mêmes. Par exemple la plus grande compétition qui est celle de Dota, ou celle où il y a les plus grands primes à la victoire, c'est c'est organisé par Valve qui est le concepteur du jeu Dota. Pour vous donner une ordre d'idée, sur la dernière grande compétition, ils ont distribué en tout plus de 16 millions d'euros. Et je crois que l'équipe vainqueur a eu la prime pour la victoire était de 6 millions. Alors c'est 6 millions net. Hors sponsoring, parce que sachant que toutes les équipes ont sponsor, entraîneur. Dota c'est marrant parce que c'est un jeu Blizzard à la base vu que c'est un Warcraft, et qu'en fait comme c'est un mode qui a été créé sur Steam, enfin à partir des outils Steam qui appartient à Valve, donc Valve c'est Half-Life tout ça, Portal, etc., qui est la plus grosse plateforme de jeux dématérialisés au monde. Qui est probablement la plus puissante de toutes. Et du coup, en fait, le mode appartient à Valve, donc du coup, la compétition appartient au créateur du mode. Donc. Ce qui est marrant aussi, c'est que, comme tu dis, c'est un dérivé de Warcraft, en fait. Et ça a pris ça a dépassé le maître, en fait, très rapidement, et c'est ça qui est impressionnant. C'est un mode de jeu Warcraft au départ, non? C'est pas, parce que il me semble y avoir joué déjà, moi. Ouais, c'est ça, ouais. Voilà. Ouais. Et du coup, Blizzard, qui est le concepteur de Warcraft, pour le coup, c'est retrouvé un petit peu dans la panade. Au final, parce qu'ils se sont fait dépasser par leurs jouets, et du coup, ils essayent depuis de rattraper leur retard dans le domaine, et c'est notamment avec. Il va y avoir Overwatch. Voilà, Overwatch, où ils essayent d'entrer dans un domaine qui au final est assez fermé et déjà bien casé, quoi. Ah oui, non, mais c'est ultra dur. Par exemple, des MOBA, il y en a tous les 3 jours qui sortent quasiment. Mais quand t'as un Riot en face, donc qui est l'éditeur de League of Legends, des trucs comme Dota, Blizzard avec les Starcraft, c'est ultra difficile d'exister. En plus, quand tu as un jeu comme League of Legends, qui à la base c'est un jeu online gratuit. Et ce qui était payant, c'est un peu comme les jeux à la con là sur Facebook, où c'est à la base gratuit, et si tu veux être bon, faut acheter 2-3 trucs. Pas forcément, enfin en tout cas LOL, après peut-être que ça a évolué maintenant, mais moi à l'époque ce qui était payant surtout, c'était tout ce qui était les cosmétiques. Voilà, c'est ça, on pouvait en fait déguiser nos personnages. Voilà, mais par contre le genre lui-même a jamais été, t'avais pas besoin de payer pour être bon, il fallait juste avoir du skill, l'expérience et éviter de tomber sur 80% de la communauté, c'est-à-dire les joueurs nocifs. Voilà. En fait, si tu lances une fois League of Legends, tu vas voir à quel point le vocabulaire est riche en termes d'insultes. C'est ça. C'est très fatigant, ça, par contre. C'est vraiment peut-être un des problèmes. À tel point que l'éditeur du jeu a décidé que ceux qui seraient signalés seront en matchmaking ensemble. Donc ceux qui insultent seront avec ceux qui insultent, et que il y a quelques jours là, ils ont décidé d'arrêter de récompenser par de l'équipement les joueurs considérés comme nocifs. Oui. Donc les mecs vont jouer dans le vent. Du coup, on a c'est ça. On a une pensée encore plus, on y reviendra peut-être aux filles qui jouent à ce genre de jeu, parce que
les joueurs nocifs, c'est pas forcément les plus les plus féministes que l'on trouve sur Après normalement, si elle se démerde bien normalement on peut pas savoir que c'est une fille non mais si jamais mais si elle le dit chat, si jamais si son pseudo c'est Petit Chaton 22, tu te poses des questions. Voilà. Hello Kitty 66 tu le vois en compétition ça d'ailleurs du coup parce que c'est vu que c'est sur une scène maintenant voilà. Et que les systèmes de compétition sont encore globalement assez mixtes. Ah bah League of Legends. Mais maintenant League of Legends commence à mettre une ils ont fait compétition uniquement féminine. Ouais. Exactement Bah la première Coupe du Monde s'est déroulée à Paris Games Week le mois dernier. Et c'est la France qui est championne du monde. Donc c'est les Change l'autre chose, c'est connard de footballeurs. Unknight Ladies. Voilà. Et qu'on gagné la finale contre une autre équipe française. Oh, bah dis donc. Du coup, ça fait une très bonne transition. C'est quoi la place de la France dans ce? J'ai cru que t'allais dire la place de la femme dans le. J'ai écrit aussi. Bah, sur championne du monde, donc. En termes de gameuses, on va dire, ça représente, je crois, 10% de ce qui est de gamer professionnel. Ah ouais, oui, à peine. À peine et en plus vu comment les asiatiques dont les coréens se butent à ce genre de compétition, c'est ultra difficile d'exister. On n'est pas les plus mal lotis, on a quelques titres sur FIFA, on a Bruce Granet qui a été multiple champion du monde sur la compétition, on a des vainqueurs de StarCraft, on a régulièrement des équipes qui atteignent les compétitions mondiales parce que c'est par compétition, par territoire, genre secteur Europe, machin, il faut se qualifier en secteur Europe pour aller au championnat du monde. Oui, bah les éliminatoires pour le les éliminatoires sont assez difficiles, donc faut déjà sortir des groupes Europe pour arriver en Ligue mondiale et après t'affrontes des Coréens qui ont une fédération nationale d'e-sport. Oui. Donc on y reviendra dont après. l'État finance l'entraînement, finance les déplacements. Ils sont ultra soutenus. Ça commence aux États-Unis pour les compétitions parce qu'ils ont eu besoin pour le déplacement de tous les joueurs d'avoir un statut de joueur pro. Ouais. C'est juste une question de visa là pour le coup. Et au final, ça crée une jurisprudence importante à l'échelle américaine. Et en France, on est plus très loin en France. Voilà, justement, on va parler de ça parce qu'il y a eu la consultation pour la loi sur le numérique qui devrait être présentée devant le Parlement. Alors en janvier ouais. Et Axel Lemaire, Axel Lemaire, voilà, qui est la secrétaire d'État, qui est très sympathique d'ailleurs, à l'économie numérique, qui est québécoise aussi. Voilà, qui a fait une présentation, voilà, qui a fait la présentation il y a quelques semaines maintenant. Et en fait, le système de la loi, c'était en ligne, on pouvait faire des propositions, voilà, d'amendements. Et l'amendement qui a été proposé par le syndicat des joueurs, je sais ça plus. doit être le SNJV. Voilà. En gros, le syndicat des national du jeu vidéo. Voilà, du jeu vidéo, qui a proposé de statufier les joueurs pros, enfin les joueurs de jeux vidéo, parce que pour l'instant, il y a un vide juridique qui n'existe pas. Et en fait, c'est l'amendement qui a eu le plus de votes. Donc, on voit qu'il y a une. Bon, après, c'était pas en centaines de milliers de votes, mais on voit qu'il y a une communauté qui est très active sur ce sujet. C'est quand même bien parti. Il y a eu une équipe, l'équipe française qui a malheureusement perdu en quart ou en huitième de finale en Coupe du Monde, qui s'était qualifiée en zone Europe. Le gouvernement avait tweeté pour les féliciter. Exact. Voilà. J'ai vu le tweet. Donc, pour revenir sur ce flou juridique, considérons que pour l'instant, les jeux vidéo sont associés à tout ce qui est jeux de hasard et paris sportifs en fait. Donc, alors que globalement, si tu considères les e-sports, si tu vas dire à un joueur de LoL que son jeu c'est du hasard, il te défonce la tronche. Ça n'a absolument rien à voir, mais en fait, fait du mal. Tu vas dire à un mec qui fait son loto-foot qui dit qu'il fait du sport. Non mais ouais, c'est tout le problème de ces nouvelles technologies par rapport à un vide juridique où évidemment il y a 30 ou 40 ans, il n'était pas question de statuer là-dessus, alors qu'aujourd'hui, le contraire est aberrant. Et c'est pour ça que la loi sur le numérique, ça fait partie des choses qui vont être clarifiées parce que ce flou juridique fait que les joueurs, les principaux joueurs, on va dire ceux qui ont des gains, ont des problèmes juste par rapport aux impôts pour déclarer leurs gains, parce que tu peux pas. En gros, pour l'instant, c'est déclaré comme des gains de jeux de hasard. Et ça, pour le coup, c'est alors au niveau de la législation, c'est très compliqué en France. Donc du coup, en gros, les seules solutions qu'ils ont, c'est se déclarer en entrepreneur, et de passer leurs gains par là. Sauf que le plafond est très vite atteint au niveau de. Oui. C'est un peu bizarre. Voilà. C'est un peu le même flou que pour très bas. Donc du coup, si pour le coup, le meilleur joueur français gagne environ 200 000 euros par an. Je crois que c'est sur League of Legends qui est. Sûrement.
Et lui, pour le coup, il sait pas. La situation est très compliquée pour lui. Donc le vide juridique. Voilà, le vide juridique le gêne beaucoup. C'est pour ça aussi que la loi sur le numérique là-dessus peut aider ce milieu rien qu'à ce niveau-là. Mais même symboliquement, non mais symboliquement c'est très important et on voit aussi que la communauté des joueurs prend aussi énormément d'ampleur. On le voit juste avec deux exemples qui m'ont marqué justement quand j'ai regardé un petit peu. C'est Decone au Grand Journal, donc qui s'esclave et qui se fout vraiment proprement de la gueule des gens qui regardent des streamings de Twitch en l'occurrence, ouais, et qui est obligé donc le lendemain de s'excuser publiquement en disant que on ne voulait pas on voulait pas blesser les joueurs, etc. Et même exemple avec Nagui qui sur une émission de radio pareil se fout de la gueule avec Manodou, avec leur Manodou. Il y a des gens qui écoutent Nagui. Ouais. Et pareil, il est obligé de se commencer. La dernière fois, il y a dans Moscato Show, je crois que c'est Juliette, la chanteuse qui est chroniqueuse aussi, qui avait fait une tribune pour dire à quel point son animateur était stupide. Oui. Et c'est vrai que je vois pas était stupide. Donc vraiment besoin de faire une. Non mais c'est vrai que je vois pas la différence entre regarder, je suis désolé, un streaming de Coupe du Monde de LOL et regarder comme un match de foot. Enfin, je veux dire, dans les deux cas, tu ne joues pas au sport, tu le regardes. Donc pourquoi se foutre de la gueule comme ça des joueurs? Je comprends pas. Enfin, vraiment. D'autant plus que t'as un échange, enfin pas en compétition, mais sur Twitch, tu peux avoir un échange avec les joueurs que tu peux pas avoir en regardant du sport classique. C'est l'un des grands éléments de promotion du e-sport, notamment des créateurs de sites de live, en disant qu'avec le système de chat, tout simplement, t'interagis déjà avec n'importe quelle autre personne qui regarde, ça fait quelque chose de très convivial. Bon, une fois que t'as exclu les personnes nocives, voilà, les haters, et que les joueurs eux-mêmes sont hyper connectés, et du coup tu as un système de proximité que t'as pas forcément dans les grands sports populaires que l'on connaît, quoi. Et il y a d'autres exemples aussi pour montrer mine de rien, l'émergence en France de ce phénomène. Tout simplement, en préparant l'émission, j'ai essayé de regarder sur les grands médias, les grands journaux généralistes, en gros des articles là-dessus. C'est impressionnant le nombre d'articles qu'on trouve genre un article sur le championnat du monde de LoL, 5-6 articles sur la Paris Games Week. Mais le monde a une rubrique sport e-sport, quoi. C'est impressionnant. Leur rubrique Pixel qui est sur le monde audiovisuel et beaucoup sur les jeux vidéo là-dessus est très développée et très à la pointe sur toutes ces questions. Moi qui ne suis pas du tout gamer et qui connais pas forcément trop ce domaine, cette rubrique est très intéressante et très, on va dire, très complète pour un novice. Donc ça aussi c'est très intéressant. Et un autre exemple, maintenant que j'y pense, Grishka me contredira pas. Cette saison, le Paris Saint-Germain avait organisé une rencontre du championnat de France de FIFA avant un match de championnat. Je crois que c'était Bordeaux. Je sais pas si tu te souviens. Ils le font tous les ans de temps en temps, mais ça montre aussi l'émergence. C'était avant l'entraînement des joueurs. En gros, ils avaient mis une console avec un écran au bord de la pelouse où t'avais deux mecs niveau top 30 France qui s'affrontaient et leur rencontre était retransmise sur les deux écrans géants du stade pour vous montrer aussi l'importance. Il y a beaucoup d'opérations commerciales, même avec des anonymes dans tous les stades de Ligue 1. Et autre chose, là, je me souviens d'un célèbre tweetos qui s'était fait inviter sur la pelouse pour jouer à FIFA. C'est vrai, tout à fait. Un tweetos bordelais d'ailleurs. Oui, exactement. Autre exemple, on a la chaîne de la TNT qui retransmet du sport H24 en lien avec le célèbre quotidien sportif, qui maintenant retransmet des lives de compétition. Ils en avaient fait d'abord sur leur site internet, puis après une vraie émission consacrée au e-sport. Je sais plus. C'était il y a quelques semaines. Il y a quelques semaines, voilà. C'était la finale de la Coupe de France ou la finale du championnat du monde. C'était une émission sur FIFA. Oui, c'était FIFA, mais je sais plus si c'était la Coupe du Monde ou. Mais ça commence à arriver dans les médias de la TNT, donc les gens, les médias que mais même sur les médias généralistes, c'est le tube sur Canal qui a fait un reportage sur la finale de League of Legends, il me semble. C'est ça. Donc on voit ça de plus en plus arriver, en gros chez Monsieur Tout le Monde. Puis il y a un début de starification avec l'arrivée de l'argent et justement du professionnalisme. Il y a des joueurs qui sont ultra connus dans le monde. Oui. Alors en France, ça pour le coup, c'est encore très. Par contre, en Corée, aux États-Unis, il y a des bars qui sont spécialisés dans la retransmission. Il y en a aussi. Oui, il y a le dernier bar. Alors du coup, en Corée, passons à la Corée, qui en gros est le berceau du e-sport. Oui. Globalement. En gros, pour vous résumer
pourquoi c'est parce qu'ils étaient nuls dans tous les autres sports. Voilà, déjà. Sauf quand ils trichent pour la Coupe du Monde. C'est surtout on connaît le lien avec ces pays d'Asie et avec la haute technologie. Bon, ça c'est évident. Et en fait, la Corée dès les années 80 a lancé une grande politique d'hyperconnectivité de sa population. En gros, à la fin des années 80, tous les Coréens avaient un ordi avec réseau et tout ce qu'il faut, par rapport à la France où limite, je pense que c'est milieu des années 2000. On a eu un ordinateur en 2010, je pense à peu près. Ouais, non mais je pense qu'on était au même niveau. Tout le monde n'a pas encore la DSL, donc non. Ça et notamment chez Clément. Et cette hyperconnectivité a permis aussi l'émergence de ce phénomène e-sport beaucoup plus tôt que chez nous. Déjà dans les années 90, c'était hyper développé. Alors en plus, ils avaient il y avait quelques tensions diplomatiques avec le Japon. Donc en gros, tous les jeux et les consoles issues du Japon étaient interdites en Corée. Donc du coup, ça limitait pas mal la diffusion et l'influence à Séoul, voilà. Et du coup, ça a permis à d'autres jeux, dont StarCraft, qui est le jeu phare hyper populaire en Corée, qui du coup a permis de se développer. Ils avaient en gros, ce qui correspond un peu à nos cybercafés chez nous, mais en gros, eux, c'était des cybercafés, mais uniquement de jeux. Vous imaginez des salles avec 30-40 ordis connectés en réseau où les mecs jouent tous ensemble à StarCraft ou à n'importe quel autre jeu vidéo. Et tout ça fait que aujourd'hui, ils ont une avance considérable en matière de e-sport, que ce soit en matière de diffusion à l'échelle nationale, de reconnaissance et même au niveau des compétiteurs, même si tu regardes en ligne, tu trouves facilement le classement des mecs des gamers les mieux payés. Tu te rends compte que t'as pas tant de Coréens, t'as beaucoup de Chinois. Pour rester un peu dans la même sphère d'influence. C'est pas la même chose. Je crois que dans le top 30, dans les 30 meilleurs 30 mètres les mieux payés, il y a 18 Chinois. 18 Chinois. Oui, bon, maintenant, on prend la population chinoise par rapport à la population mondiale et on se dit que finalement, c'est logique. Donc, Mais la Corée, pour vous rendre compte, on l'a dit en introduction, ils mettent 40 000 personnes dans un stade pour une finale de sport électronique. C'est monstrueux. Grishka est dépité en face. Il dit, mais ils sont fous, quoi. On arrive bien à remplir un stade pour regarder des matchs de Ligue 1, pourquoi on n'arriverait pas à faire des finales, à mettre 40 000 personnes dans un stade pour du League of Legends. Il est surtout en train de se dire que c'est bien mieux de l'autre côté de la frontière, à mon avis. niveau reconnaissance, pour vous donner un exemple de l'influence, moi ça m'a beaucoup marqué quand je me suis rendu compte de ça. En 2003, le maire de Séoul, donc capitale du pays, puis l'une des plus grandes métropoles asiatiques. Son nom, tu nous rappelles son nom, s'il te plaît? Kim. Non. Oh, le racisme. Je vais pas tenter le nom pour pas tomber dans du racisme de base. Je suis sûr, regarde, il s'appelle Kim ou Park. Non mais c'est impressionnant. En 2003, en tant que maire de Séoul, il a participé en gros, il a commencé un match de League of Legends en intro d'une compétition internationale. Donc t'imagines et il a roxé. Non mais imagine juste Anne Hidalgo qui fait une compète de FIFA. Alors où est le bouton pour allumer cet ordinateur? Et pour info, le mec après est devenu pendant 2 mandats le président coréen, quoi. Imagine, Mallory, t'as un avenir en politique. Clairement. Là. Non mais imagine un candidat à la présidence, un mec là qui se présente pour la prochaine présidentielle. Je sais pas, Bruno Le Maire ou un mec je sais pas. Bruno Le Maire, Macron, Pierre Laurent. Pas jouer non mais imagine en promotion Pierre Laurent qui joue sur son Minitel. Qui joue un jeu. En matière de com, c'est invraisemblable en France. Après, ça viendra si la communauté du jeu est vraiment énorme, mais ils viendront, ils s'y arriveront. Bien sûr, hein. Bon, on y arrivera, c'est sûr. Mais ça permet d'avoir une idée de l'importance du jeu là-bas en Corée. Ah non, mais c'est au-dessus de tous les autres pays du monde. Ils sont très très loin. Alors évidemment, niveau juridique, pour le coup, le e-sport est reconnu. Il y a un syndicat des joueurs professionnels qui existe depuis le début des années 2000, donc qui est très performant niveau organisation pour défendre des joueurs. Maintenant, le e-sport, ils ont aussi leur fédération et le e-sport est affilié au comité international olympique coréen. Au comité national. Parce que l'international coréen, ça paraît bizarre. National olympique coréen. Pour le CLOSF de Séoul, quoi. Voilà. Ce qui est en gros la plus grande reconnaissance pour une fédération sportive, le plus haut niveau que tu puisses avoir. Donc
voilà, pour vous rendre compte, pour les Coréens, c'est un vrai sport. C'est d'ailleurs dans les sondages, c'est en gros le deuxième sport national après le baseball. Donc, en tant que Français, nous qui avons quand même au final une vision assez basse du jeu vidéo, comme j'ai dit en introduction, c'est vraiment impressionnant. Et ça, on a une vision assez basse de tout ce qui est nouveau de toute manière. Oui, c'est vrai. On a un côté un peu. Tu vois qu'au fur et à mesure que le jeu vidéo vieillit, je préfère qu'on retourne aux joutes, comme ça serait bien mieux. Plus en plus reconnu. Tu vois, il y a 10 ans, c'était inimaginable que déjà que le gouvernement tweet et que en plus il tweet sur une compétition e-sport quoi. Donc, et ça, voilà, ça c'est de plus en plus inenvisageable qu'ils tweetent en faisant des fautes aussi. Oui, surtout il y a 20 ans, il n'y avait pas Twitter. Ouais. Et ouais. Tu vois, ça résonne un peu là-dedans. Après, oui, on peut penser que ça va s'améliorer. Oh bah oui, déjà en France, déjà il y a des projets de loi il y a les projets de loi, il y a le rehaussement pour les créations de jeux du crédit d'impôt c'est ça. Pour essayer d'un peu de s'aligner sur le Canada qui est la terre promise du jeu vidéo. Et même pour le coup juste c'est pas une émission politique mais on voit qu'Axel Lemaire qui est en gros la ministre de tutelle de toutes ces questions-là. Ah bah elle a percé dedans hein. Voilà, elle a percé dedans et on sent que on va dire, elle comprend le truc, quoi. C'est pas la pharmacienne qu'au ministère des Sports, quoi. À Montréal, 40% des gens qui y habitent, ça clash. Ouais, à Montréal, 40% des gens qui habitent Montréal sont liés, à une entreprise de jeux vidéo, donc, c'est énorme. Source? Hein? Bah, source, le ministère, le gouvernement de Québec. Donc voilà, pour conclure cette présentation, bon, il y a plusieurs types de compétitions, on va dire Coupe du Monde, les tournois spécialisés par jeu, comme The International pour Dota 2. On a aussi des espèces de grands, comment on appelle ça, des meetings comme DreamHack. Qui en gros la DreamHack, ouais. Voilà, qui est un espèce de meeting 2 fois par an où tu as plusieurs compétitions de jeux vidéo. Non mais ça me fait rire parce que c'était le rêve quand j'ai commencé à LoL, tout le monde disait ouais faut absolument aller à la DreamHack et tout. Le mec il devait gagner 10 000 € quand il était premier, tu sais, et là c'était donc ça je parle de ça il y a 6 ans quoi. Et là maintenant on en a parlé hein, voilà, c'est ça. C'est pour ça que ça me fait quand je disais 18 millions tout à l'heure, c'est vraiment pour Dota 2 où pour le coup ils sont au niveau dons et ressources, ils sont une planète au-dessus de tout le monde parce que après les vainqueurs de Dota 2 gagnent 6 millions. Alors 6 millions c'est pour l'équipe, sachant que Dota c'est par équipe de 5. Ouais, ça fait que un peu plus d'1 million par personne. Voilà. C'est vrai que c'est pas terrible. C'est pas mal. C'est un peu triste. D'ailleurs sur les 30 joueurs les mieux payés au monde, je crois que 28 jouent à Dota globalement. Pour vous expliquer. Après au niveau des autres jeux, on descend juste 500 000 € pour le vainqueur, des trucs comme ça quoi. C'est vraiment pas juste de quoi vivre quoi. Juste de quoi vivre quoi. T'as à peine le SMIC. Je trouve ça honteux. Par comparaison, Joko quand il gagne un grand chelem, c'est quoi, c'est 1 million? Bah oui, 1 million. Je pense que Dan Carter a signé dans un club que je ne citerai pas oui. Pour 1 million d'euros par an à peu près. Voilà. Bah voilà, pour comparer avec d'autres sports, et on parle pas évidemment, je sais pas, Martin Fourcade en biathlon qui doit gagner environ 10 fois moins ça. Oh bah surtout il est pas professionnel, il me semble, donc bah il est dans l'armée. Il a un contrat avec l'armée, voilà, en plus avec l'armée. Oui, c'est vrai, en plus ouais. Tu as ce côté-là, alors que eux là les gamers c'est des vrais professionnels. Ils font pas un contrat avec l'armée, c'est sûr. Dans tout ce que ça comporte et pour le coup. Je me demande si aux États-Unis il y a pas un partenariat avec une des armées. Ouais, c'est. Les pilotes de drone. Je crois qu'il y a un contrat entre l'armée américaine, entre les Marines et un jeu qui s'appelle Arma 3 qui est une simulation. Les Marines, quel beau régiment. Bah d'ailleurs les Américains se servent d'un jeu vidéo qu'ils ont créé eux-mêmes pour faire la promotion, pour recruter. Donc, oui. Mine de rien, tu dois avoir certains jeux, alors peut-être pas ceux qui sont en compétition, mais t'as des jeux pour l'armée qui doivent être intéressants pour recruter, mine de rien, certains. Je rigolais sur les pilotes de drone. Pour les Américains, mais aussi pour les djihadistes. Oui, ça marche dans tous les sens. Non, mais je rigolais sur les drones il y a 5 minutes, mais à mon avis, enfin, étant donné qu'ils sont quand même pas mal entraînés sur simulateur, le lien entre simulateur et jeu vidéo, au final, il y a pas grand-chose. Le jeu vidéo est une simulation. Voilà. Ouais, après, ça fait. Non, mais. Arrête, il avait fait une belle phrase et tout. Non, la simulation est un genre de jeu vidéo, mais. Tu fais très bien les larmes dans les yeux. Parce que si t'arrives à me faire croire que League of Legends est une simulation de quoi que ce soit. C'est une simulation de bataille en l'occurrence, c'est une bataille imaginaire sûrement, mais. Ah, imaginaire, oui. Oui, du coup, c'est une simulation. Quand même. Parce que simulation, on parle de quelque chose de tiré de la réalité qui est retranscrit, quoi.
Typiquement, par exemple, celui, ça peut être Flight Simulator sur PC, c'est une simulation d'aviation. Oui. Voilà. Tractor Simulator aussi. Voilà, Tractor Qui- Simulator. Faut que les simulateurs, faut que les simulateurs derrière, sinon c'est pas une simulation. Tous les simulateurs allemands, donc ambulance simulator, bus simulator, bûcheron simulator, Ouais, où les non, mais il y a bâtiments tout, sont pas à c'est- l'échelle, c'est les ce qui est trucs bug. impressionnant, d'ailleurs. Porn simulator. Sur bûcheron simulator, tu peux finir dans le ciel, hein, vraiment en orbite, à cause de bugs du moteur physique qui fait si tu loupes un tronc avec un tractopelle, t'es éjecté. C'est épique, franchement. Je te conseille d'aller regarder des vidéos tests des simulateurs allemands. C'est toute la collection machin Alors, simulator, bûcheron simulator. C'est Juste, épique. il y a un champion du monde de bûcheron simulateur ou pas? Non, c'est pas possible. C'est un bavard. Dommage. Il faut un quart d'heure pour réussir à couper un arbre avec tous les bugs, donc. Non, mais c'est vrai que toute la branche, bon là on sort totalement ici, Ah ouais, toute non, la ouais. branche simulator, c'est quand même impressionnant tout ce qu'ils nous trouvent. C'est une catastrophe, Et il y a hein. des gens qui achètent ça quoi. Bah oui, mais c'est ça le pire. C'est pas un Parce que truc de jeu déneigeux PC, simulator. À la un Fnac, truc je suis comme tombé sur la collection complète à 20€. J'ai fait, mais qui achète ça? Ah oui, pour ça. Alors pour le LOL, c'est rigolo. Voilà. Mais Alors bon, on va conclure cette page présentation avant de reprendre le débat plus global sur le sport. Alors, j'avais pas dit tout à l'heure en présentation, mais ça me semble évident. Évidemment, pour une compétition de e-sport, il faut un jeu où les parties durent entre un quart d'heure et 45 minutes, pas plus long. C'est-à-dire, il n'y a pas de championnat du monde de Medieval War ou de Age of Empires. Voilà. Si, Age of Empires, il y en a. Il y en a eu, Oui, il y en a eu. Hein. Non, parce que bon, une partie de Starcraft, ça peut être très long. oui. Ouais. Non, mais Comme ça peut être très court aussi. ouais, Oui, ça peut une être partie très- de Medieval War Une première à partie 5, classée sur quand Starcraft on 2, est je peux bon, dire que c'est très court. Tu m'étonnes. non mais les jeux de simulation Très c'est- télévisuel. ça, on va ouais, dire. ça doit être très petit visuel et surtout si tu mets 3-4 personnes Alors qui sont Clément bons, ça vient dure de 5 créer jours, un quoi. paysan. Ouais, bon, évidemment. Kevin cela, vient de vous verrez. créer une habitation. Très belle technique de Kevin. Alors après vu que bon, on s'appelle quand même Médicament Sport, les jeux vidéo sport, évidemment FIFA a Ah oui. une FIFA PES. Il y a Une Gran très grande Turismo place. aussi. Une Alors Gran que Gran Turismo. Turismo rejoint carrément la réalité puisqu'il y a la GT Academy. Voilà. Il fait que Ah oui, les ça, gens oui, qui se remportent les compétitions Ouais. de simulation obtiennent un baquet C'est sur ça. des courses en tourisme. Tout à T'as fait. une grande Et, partie des pilotes de Formule 1 qui s'entraînent sur simulateur aussi. Oui, sur F1, sur Tu le as- jeu de Codemasters. En jeu de voiture, F1. tu as aussi la franchise Trackmania qui a Oui. des compétitions. Oui, mais là, par exemple, là, on sort totalement de la simulation. Voilà. Hein, ça Ouais. ressemble- Ouais, non mais Trackmania de toute façon Mais c'est c'est tout simple en plus. c'est- hein. voilà, c'est Ouais. t'as Enfin, je les veux dire, 4 c'est le truc le plus simple du monde. t'as les quoi. 4 C'est- touches directionnelles. je comprends pas comment ça. T'as pas Non. grand chose. Bah, c'est simple à prendre en main, mais pour maîtriser, Après les c'est un circuits, calvaire. quoi. les créateurs de Trackmania au niveau des circuits, ils sont fêlés. C'est quoi. des nazis. ouais. Ah, c'est des nazis, c'est impressionnant. C'est ça. C'est pour avoir beaucoup joué à Trackmania, c'est entre looping, Ah ouais, Ouais, ouais. les sauts, tout ça, c'est La maîtrise, c'est comme League of Legends, il te faut 10 minutes hein, pour comprendre Oui, comment ouais, jouer. ouais, mais après, pour bien Ah, jouer. Faut bien jouer, c'est super long. Voilà. Moi j'ai essayé C'est aussi Trackmania dur avec que les un jeux de Formule casque de réalité virtuelle, j'étais pas bien. Parce que soyons c'est clairs, différent. Les jeux de Formule 1 sont très durs. je te les jeux de l'accorde. Formule 1, j'ai essayé une fois, au bout d'une semaine, j'ai toujours pas réussi à dépasser l'initiation, j'ai arrêté. Donc ça. Oui, c'est très. Après, ça dépend de la plateforme, évidemment, mais. Ouais, c'est hard. Moi, bah là, par Games Week, j'ai essayé un jeu qui est une vraie simulation, qui est vraiment très élitiste, qui s'appelle Assetto Corsa, sur un siège baquet volant réplique Ferrari F430 pédalier et tout. T'es arrivé à atteindre les pédales. Oui, bah ça se règle heureusement. Et enfin c'est impressionnant quand t'es dedans. Alors déjà j'ai pas le permis, alors déjà pour passer les vitesses c'était un calvaire. Enfin les passer ça va rétrograder, j'ai toujours pas compris. Mais Pire, tu retrouveras pas. Oui, voilà. ouais, sauf que je suis quand même pas trop sorti de la bus, mais le mec me disait c'était bien. Sans freiner, bravo. Mais ouais, c'est quand t'as en plus l'équipement qui va avec, ça devient très très impressionnant. Bon, fin de cette première partie présentation. On revient après un jingle. À tout de suite. De retour dans Amicalement Sport avec la deuxième partie. Alors, vous aurez noté en introduction que j'ai fait une petite coquille, volontaire ou pas, je vous laisserai deviner. Je voulais parler de la notion de sport de manière théorique et j'ai dit théologique. Voilà. Alors, Coucou à tonton. Coucou à tonton. Alors, c'est peut-être pas le tonton que vous Je veux pensez. dire, c'est tonton argentin qui vit à Rome, c'est ça? Ouais, aussi. Non, c'est surtout que, comme disait Mallory, pour les gamers, le e-sport c'est considéré à la limite comme une religion. Surtout donc, en Corée d'ailleurs. ouais, en Corée. Et même, de toute façon, le sport, au final, le culte du sport, le culte de l'exercice physique est tellement considéré comme une religion qu'au final, revenir sur sa définition, c'est presque de la théologie. Au final. Bravo, Donc, quelle pirouette. t'as vu, Incroyable. pirouette magnifique. Quoi. Mm. Voilà.
on dirait Djibril Camara retour intérieur. Quoi. Surtout que tu te justifies, mais tu sais toujours pas si t'as vraiment fait la coquille. Bon, faut laisser planer le doute. On va voir. Si tu ne l'as pas fait, tu passes vraiment pour un gros con. C'est un peu ça. Alors. Bon, t'inquiète pas, ça change pas d'habitude. Ouais, en forme, toi. Ça tombe bien parce que c'est la partie où on est censé t'entendre parler. Non, mais je suis désolé, mais d'habitude c'est Grishka à ta place, donc je suis obligé de me défouler, quoi. Regarde à ta gauche, il y est. Oui, mais il parle pas, c'est pas drôle. Enfin, c'est pas plus mal, tu vas me dire. Alors bon, reprenons quand même un peu nos esprits. Alors. Tu viens de faire quoi, connard? C'est pas simple. On va y arriver, hein. L'émergence... Est-ce que tu peux tenir un peu tes troupes, s'il te plaît, Clément, parce que là, ça part en live. Attends, j'ai pas de pierre sous la main. Alors, l'émergence du e-sport nous fait poser la question, c'est les sponsors qui ont, c'est les sponsors eux-mêmes qui, en gros, ont créé l'expression e-sport. Donc, qui ont d'eux-mêmes inclus le fait que ces compétitions de jeux vidéo étaient un sport. Alors bon, évidemment au niveau de la com, tout ça c'est très bien, mais est-ce que on peut vraiment considérer ça comme un sport ? C'est ce qu'on va se demander maintenant. Parce que c'est vrai que tu demandes à toute personne qui fait un peu de sport et qui est pas trop jeux vidéo, genre pas nous quoi. Genre pas nous. Non mais moi je fais les deux malheureusement, mais Kevin était avec moi l'autre jour, on en parlait à la fac, on disait oui, on va faire une émission sur les e-sports, est-ce que les jeux vidéo c'est vraiment un sport ? Et ils ont rien d'autre à foutre quoi. Non mais ils sont à la fac, ils parlent des trucs qu'ils font on était avec une amie que je salue parce qu'elle écoutera pas l'émission donc c'est pas grave. Qui fait pas mal de sports, qui fait de la natation, qui fait des semi-marathons, ce genre de choses. Et qui nous a dit vraiment en rigolant, non mais enfin tu peux pas dire à quelqu'un comme moi qui fait des semi-marathons que les jeux vidéo c'est du sport, globalement. Eh ben ça dépend. Donc voilà. Enfin, est-ce que le tir à l'arc c'est du sport ? Et voilà, exactement. Voilà. Parce que si le tir à l'arc c'est du sport, je vois pas en quoi le e-sport ne serait pas aussi. Que les échecs, parce que c'est une question de concentration. Parce que le tir à l'arc, à mon avis, a le bénéfice de son ancienneté. C'est l'un des tout premiers sports à la base. Donc, Si on prend le bénéfice de l'ancienneté, je suis d'accord, mais dans ce cas-là, le billard est un sport aussi. Oui, mais ça, je suis d'accord. Bah, la pétanque. Mais voilà. Enfin, on va revenir sur tout ça en détail, mais je vais d'abord commencer par une citation d'un joueur français qui, quand tu lui demandes est-ce que le e-sport est un vrai sport, il considère qu'il y a, je cite, beaucoup de points communs: l'entraînement intensif et régulier, la notion de spectacle et de divertissement, l'économie du e-sport avec les sponsors, les clubs, les agents, les fans, la question de la performance, l'esprit d'équipe et la notion d'excellence. Et moi je te répondrai par une citation d'un grand historien du sport français qui s'appelle Patrick Clastre, oui, qui écrit: l'e-sport est au sport ce que l'e-cigarette est à la cigarette, le i symbolise la modernité et on l'accole à la tradition représentée par le substantif. On veut rendre la nouveauté acceptable. Voilà. Mais le débat est lancé. Voilà, c'est un très bon point de départ parce que appelez-nous tout de suite au 32-16. La comparaison, les comparaisons se font vraiment parce que c'est vrai que dans ma citation, tout ce qu'il énumère, en fait, ce sont des éléments que l'on retrouve depuis la nuit des temps dans le sport. Bon, certains depuis que le sport s'est médiatisé, modernisé, professionnalisé, mais c'est des choses qui sont aussi très importantes. Ce qui cite pas non plus, d'ailleurs, qui est un joueur assez étonnant, c'est l'hygiène de vie qu'ils ont à côté. C'est-à-dire les choses qu'ils mangent pour être performants sur plusieurs heures devant un écran. Du Red Bull et des cacahuètes. Ils ont des visites médicales, notamment ophtalmologiques pour alors, pour les contrôle antidopage. Il y a eu un contrôle antidopage. Évidemment, mais rien que les mecs se droguent. Prenons l'exemple du golf. Oui, c'est vrai. Le golf, il y a des contrôles antidopage parce qu'il y a des médicaments qui permettent de contrôler en fait ta pression artérielle, voilà. Et donc du coup d'être beaucoup plus calme quand tu tapes. Et là c'est exactement la même chose. On parle du tir à l'arc, ça exactement la même chose. Et pour le billard c'est pareil. Mais oui, évidemment. Et il y a vraiment des contrôles antidopage pour le billard. Bon, ça c'est plus pour le cannabis et la marijuana. En e-sport, les mecs tournent aux amphétamines pour pouvoir tenir 8 heures devant leur écran. Non, évidemment, évidemment. C'est vrai, j'ai vu aussi une interview d'un autre joueur. Alors, pour le coup, je suis désolé, j'ai pas retenu le nom, qui disait que avant une compétition, il s'entraînait entre 5 et 8 heures par jour, selon. Alors, s'entraîner, c'est-à-dire jouer des maps ou alors regarder des concurrents s'entraîner sur Internet. Étudier la stratégie du concurrent, comme aux échecs. Voilà. Exactement la même chose. Comme aux échecs et comme même en foot, hein. Oui, tout à fait. Oui, exactement. Oui, tout à fait. Il avait une hygiène de vie au niveau de l'alimentation pour pouvoir bien dormir, globalement comme n'importe quel autre sportif. Bon, il doit pas avoir les petits déj aux féculents. Ils font même de la muscu parce que
la position assise, moi je l'ai subi quand on a été jouer au foot la dernière fois. C'est que la forme de la position sur le siège est extrêmement mauvaise pour les dorsaux et les muscles derrière les omoplates. Moi, ce qui m'est arrivé, c'est que j'ai bossé plusieurs mois essentiellement assis. Je me suis bloqué le dos au bout d'un quart d'heure de foot. Parce que. J'imagine pendant une épreuve de l'agrégation, tu sors, t'es mort, quoi. Ouais. Parce que mes muscles du dos n'étaient plus capables de tenir. Donc ces mecs-là ont des séances de musculation qui sont dédiées à ça. Pour avoir les mouvements de la nuque qui bougent, éviter de fatiguer les muscles des yeux. Ils ont des entraînements oculaires exprès pour ça. Surtout. Oui, parce que tu as quand même des chocs visuels au final. L'œil, c'est considéré comme un muscle. Oui, il y a des muscles qui les font bouger, sinon ça bouge pas. Oui, non, mais derrière, dans ce cas-là, en soi. Oui, ils sont tous attachés partout. Oui, il y en a une vingtaine dans chaque œil. C'est ça. Là, après, on va y revenir. Au final. Donc il y a une préparation physique. Voilà, la notion de physique qui est centrale dans la définition du sport depuis toujours. Je suis pas d'accord. Au final, je suis pas d'accord du tout. Alors pourquoi, vas-y. Je suis pas d'accord. Le sport, comme on l'entend aujourd'hui, c'est une notion qui est née au 19e. Oui. Ça. Et qui, à la base, n'était pas forcément une notion physique, parce que, en l'occurrence, le billard était considéré comme un sport, mais avant tout un truc de divertissement, une notion de divertissement. Mais après, si tu remontes plus loin aux Jeux antiques, par exemple, c'était autant de l'esthétique que du physique, que de l'esprit compétition. Voilà. Mais aujourd'hui, si tu, par exemple, bêtement, je suis allé dans le dictionnaire définition de sport. Mon dictionnaire, le premier que tu peux trouver. Celui que t'as eu en rentrant en 6ème, donc. Voilà. Non, mais là, c'est un Larousse. Le petit Larousse. Alors, t'as la définition de sport comme ensemble des exercices permettant l'entretien physique. Bon, c'est pas celle qui nous intéresse. Celle qui nous intéresse, c'est celle qui dit ensemble des exercices physiques se présentant sous forme de jeux individuels ou collectifs, donnant généralement lieu à compétition, pratiquée en observant certaines règles précises. Donc le physique est encore au centre du... Voilà, le physique, c'est le 4e mot de la définition, c'est encore au centre et ça nous incite à nous focus là-dessus. Ouais, et il est présent dans l'e-sport, sauf que dans l'e-sport, ce qu'on regarde, c'est pas les joueurs, c'est l'écran. C'est ça. C'est pas eux qu'on regarde. Quand on regarde du foot, on regarde les sportifs. On se contente pas de regarder que le ballon. Là, l'e-sport, on regarde à peine la scène. Les gens les voient parce qu'on les montre. Et c'est à mon avis ce qui dérange. Oui, c'est ce qui dérange. Ce qui dessert le plus, une sorte de désincarnation du sport. Bah oui. En l'occurrence. Voilà. Et ce qui gêne aussi, c'est l'image qu'on a du joueur au final. C'est un gros branleur. Voilà, le gros branleur. Voilà, pour revenir à la question cinéma, tu regardes dans Big Bang Theory Volovitz. C'est pas la figure même du sportif. Alors que tu suis une semaine un sportif professionnel d'e-sport, il est dans l'avion en permanence. Bah voilà. comme n'importe quel sportif. Comme n'importe quel sportif, quand il est chez lui, c'est entraînement et tu vois les équipements d'ailleurs. Un sportif s'entraînera pas, un sportif e-sport s'entraînera pas sur une chaise de bureau. C'est un siège conçu pour justement déjà le confort, pour l'endurance physique. Déjà le confort et être capable de tenir debout derrière parce que on n'est pas fait pour rester assis tout le temps. Oui. Il y a aussi quelque chose de très important, c'est que eux aussi ont des baisses de motivation. En fait, c'est pas seulement des sales gosses qui jouent toute la journée à l'ordinateur. Ils ont eux aussi des moments où ils se lèvent le matin et ils doivent faire 8 heures d'entraînement et ils ont pas envie de les faire et que voilà. Donc comme les sportifs, exactement de la même manière. Donc c'est assez réducteur au final de considérer le sport en gros par le nombre de calories brûlées quoi. Surtout qu'ils même si ils en brûlent un paquet. Il y a des études qui ont été faites. Alors je crois que c'est l'université d'Édimbourg qui a fait des études considérant que 2 heures de e-sport à bon niveau, c'est-à-dire pas ta petite partie de FIFA une demi-heure le soir, quoi, ça équivaut en termes de calories brûlées à 1 heure de marche. C'est pas mal. Mais sachant qu'il faut faire une demi-heure minimum. Rien que l'effort de concentration. Enfin, je veux dire, quand on est sur l'écran en compétition, c'est hyper important l'effort de concentration. Je veux dire, il y a la pression, il y a le stress, il y a énormément de choses. Et ça, regarde une partie d'échecs, les mecs sont en sueur. Exactement, mais évidemment. Pour le e-sport, c'est exactement. J'ai jamais regardé de partie d'échecs, c'est ce qu'on m'a dit. Ouais, non, mais les mecs pas déconner non plus. Même toi qui connais, pour prendre un autre exemple, le billard. Physiquement non mais physiquement déjà le billard a une dimension physique pour le coup, enfin je veux dire quand tu sur le baisse, bien sûr que pour m'entraîner quand même de temps en temps forcément quand tu joues 2 heures sans t'arrêter, je peux t'assurer que ton dos il est défoncé, ton bras t'en peux plus. Et là pour le coup la comparaison avec les e-sports c'est très bien le niveau. Exactement. E-sport, la crampe de l'avant-bras là, parce que le clic, le mouvement des doigts, c'est là que ça se passe, c'est sur l'avant-bras. C'est d'une violence. Moi ça m'est arrivé après une session, c'était pas un e-sport mais je testais un jeu, je jouais 8 heures par jour dessus pour rendre le test à temps. J'avais des crampes partout. Oui.
Et y compris dans le dos, parce que je supportais plus d'être assis. Voilà. Et c'est là aussi où on voit le problème du e-sport, parce que tu dis ça, les gens vont te dire, un petit branleur qui est resté assis devant son écran 8 heures. Petit. Et ça... parce que c'est un sport qui est beaucoup joué par les très jeunes, voilà. Mais c'est pas au-dessus de 30 ans, quoi. Donc du coup, forcément, il y a une dimension, on se dit... toute l'image négative du jeu vidéo qui est sorti. Tu parlais tout à l'heure de Manodou, là, sur France Inter. Non, c'est pas moi qui en parlais, mais... Qui disait que les jeux vidéo incitaient à la violence ou ça. C'est vrai que les pas la seule à le penser, hein. Ouais. On est beaucoup en France. Mais c'est vrai que les films, la musique et tout ça, il y a pas du tout de violence dedans, c'est vrai. Non, bah oui. Non, c'est que les jeux vidéo, c'est évident. Bah oui. Voilà. Bah oui. Non, tu mets un mec devant la chute du Faucon Noir, c'est vrai que c'est pas du tout violent comme bah film. Non, pas du tout. Non, t'as aussi tout le côté avec le jeu vidéo, c'est le mec enfermé chez lui, qui bouge pas. Alors que parce que c'est vrai qu'on est dehors quand on regarde un film au cinéma. Voilà. Et que t'es pas violent, que quand tu fais une partie de sport avec tes potes et que t'as Grishka qui te fout un vieux tac par derrière, nulle part, quoi. C'est pas de la violence. Notre ami Ça Adrien, c'est parce que tu cours pas assez vite, Clément, parce que normalement Grishka, y a peu de chances qu'il t'arrive dans le dos, hein. Même moi. Non, je suis pas content. Ouais, non mais je l'ai déjà, c'est bon. Je m'étais vengé. Très calmement, toujours. Bonne balle dans la tête. Donc. Oui, c'est vrai, en plus. Oui. Une balle de foot, en ton nom. Non, sinon il sera pas là. Donc, voilà, avec tout ce qu'on vient de dire là, on se rend compte au final que la définition que l'on connaît, que l'on se dit du sport, au final, tend à être revue aujourd'hui avec avec les nouvelles technologies. Ouais, et puis de toute façon, il y a plusieurs limites qui sont très concrètes dans l'e-sport, c'est que déjà de base, tu sors du monde professionnel, il y a plus de sport, quoi. C'est-à-dire que tu joues, tu peux faire du foot hors compétition, ça sera une activité physique sportive, quoi. Tu joues à League of Legends pour toi, on ne te considérera jamais comme un sportif. Non, oui, c'est vrai. Il y a que les professionnels parce que c'est leur métier. Ils se demandent pas. Non. En plus, ils demandent pas sportif. Sportif. Alors que, pour prendre ta comparaison, quelqu'un qui fait un foot avec des potes tous les 15 jours, il voudra une certaine reconnaissance en tant que mec sportif, quoi. Ouais, il va dire qu'il est sportif, ouais. Ouais, je fais une partie League of Legends toutes les semaines chez moi. Non, tu sors du professionnalisme dans l'e-sport, le concept disparaît parce qu'il y a plus, il y a un peu aspect compétition, mais il y a plus l'aspect préparation, il y a plus l'aspect gain. C'est ça. Tu veux dire que quand je joue à 2K, je perds pas des calories? Un petit peu, mais bon, il y a de la marge encore. Quand tu vas chercher à boire. Faudrait en faire en vrai du basket. Et pas avec Clément, parce que sinon, il n'y a pas besoin de bouger, Clément, mais. Je confirme. Il y a ça, il y a le fait qu'il y ait l'organisation du sport telle qu'on la connaît, c'est-à-dire par fédération nationale, internationale, olympique, n'existe pas en e-sport. C'est pour League of Legends, c'est les compétitions que Riot, donc l'éditeur du jeu, a validé pour ses sportifs, qu'elle paye elle-même. C'est des compagnies privées, donc le SWC, donc l'e-sport World Cup. Il y a les ESL, c'est le championnat européen. Enfin, c'est des trucs qui sont assez privés. Quand c'est international, c'est pas des fédérations reconnues internationalement, c'est des groupes privés qui organisent pour tout le monde. Sinon, c'est les jeux eux-mêmes qui organisent leurs compétitions. Donc, t'as pas cet aspect universel, international du sport classique. Ça va venir. Oui, ça viendra sûrement, parce que s'il y a la reconnaissance en France, on sera obligé de leur attacher. De toute façon, s'ils veulent une nouvelle forme de développement, il faudra forcément qu'ils passent par là. On finira là-dessus. Mais Quentin, sur la notion de sport, tu disais que sport en tant que divertissement né au 19e. Pour le coup, on trouve des analogies importantes avec le e-sport, parce que au 19e, en gros, le sport moderne est né comme beaucoup de choses dans l'Angleterre dans l'Angleterre des bourgeois qui a rien à foutre. Voilà. Et en gros, les premiers sports, c'était les bourgeois qui regardaient mais qui faisaient du sport aussi. Et ça leur arrivait de regarder les ouvriers faire du sport. Les employés faire du sport. T'avais aussi cet aspect-là, c'était dans le niveau des entreprises. C'est des compétitions entre entreprises où les patrons regardaient les ouvriers en gros faire des compétitions de sport. C'est Sochaux, c'est les PTT. C'était lutter contre l'oisiveté en regardant les autres se dépenser, quoi. Voilà. Et pour le coup, dans le sport contemporain et dans le e-sport, on a toujours cet aspect-là. Oui, c'est une question de temps, c'est une acceptation, faut que ça rentre dans les mentalités, etc. Donc, c'est sur la durée, il faut que ceux qui jouent en ce moment soient plus vieux. Quand ils vieilliront, ils n'auront pas la même... Pour les sportifs e-sport, mais la moyenne du joueur de jeux vidéo en 2015, c'est 35 ans. Oui,
Elle est 35 ans, l'âge du joueur moyen. Bah, il a commencé dans les années 80. C'est vrai. L'âge du joueur moyen en ce moment est de 35 ans. 35 ans. Oui, parce que attends, on parle de quel type de tous les jeux le joueur de jeux vidéo moyen en France a 35 ans. Ouais. Bah, est-ce que c'est la génération qui en avait 10-12 dans les années 80? Est-ce que mon grand-père qui fait du sudoku sur son ordinateur, c'est considéré comme un jeu? C'est une forme, des mineurs est un jeu vidéo, donc je comprends que ça fasse augmenter la moyenne d'âge. Ça fasse augmenter la moyenne d'âge. Les jeux sur mobile, c'est du jeu vidéo. Que quoi qu'en disent les gens, parce que quand les gens me disent qu'ils jouent pas aux jeux vidéo et que je les surprends à jouer à Candy Crush dans le métro, bah les gars, je suis désolé, mais vous jouez aux jeux vidéo. Oui. Enfin. Après, dans l'effet inverse, un gamer qui se dit gamer parce qu'il joue à Candy Crush. Ah oui. Oui. Non, mais quelqu'un qui dit je joue pas alors qu'il passe toutes ses 2 heures de transport quotidien à jouer aux jeux vidéo, il joue plus que pas mal de joueurs. C'est vrai. Alors, on va aborder un dernier point là sur. On a bien compris là qu'en gros, vu ce qu'on sait de la définition du sport, on peut raisonnablement considérer le e-sport comme un vrai sport. De par les différentes caractéristiques qu'on connaît, l'aspect physique, même s'il est plus faible que certains grands sports internationaux, il y a l'aspect entraînement et l'aspect compétition qui là pour le coup sont très importants. De ce fait, est-ce que on peut penser au e-sport ou aux Jeux Olympiques? Pourquoi pas? Alors, c'est pas inenvisageable, mais il faudrait déjà que des choses plus sportives soient intégrées. Typiquement, enfin, c'est un peu cliché, mais le combat des joueurs de pétanque. Les boules sont affiliées au CIO, mais c'est pas la pétanque, c'est les boules lyonnaises. Voilà. Sachant aussi que t'as un critère pour devenir épreuve olympique. Voilà, c'est surtout ça qui a un nombre de pratiquants. Il y a d'universalité au minimum, enfin d'être présent dans un minimum de pays. Enfin, je suis désolé, aujourd'hui, il y a les pays asiatiques. Enfin, j'ai envie de dire, il y a plus de joueurs qui jouent que les pays riches, en quelque sorte. Oui, mais il y a plus de. Est-ce qu'il y en a beaucoup qui jouent en Inde? Est-ce qu'il y en a beaucoup qui jouent en Afrique? Oui, mais alors. Il y a plus de sportifs e-sport que de joueurs de handball, hein. Voilà, j'ai une liste longue comme le bras de sports qui sont aux Jeux Olympiques d'été ou d'hiver, qui sont pas du tout. On est d'accord. Universel. Genre, le hand. C'est un sport européen, c'est tout. Hein. Oui, non, mais même je pensais au curling, enfin, pour aller dans des extrêmes, le curling. Après c'est les Jeux Olympiques d'hiver, donc c'est pas la même chose. C'est quand même très différent. Non, mais disons que t'es sûr que le Sénégal aura jamais une médaille en curling, quoi. Oui, c'est vrai. Il y a quand même la possibilité de la Jamaïque au bobsleigh. Voilà. Ils ont eu des skieurs en Afrique, voilà. Donc, en Afrique subsaharienne. C'était quoi? C'était un Congolais qui avait fait la descente à Turin. Oui, mais qui était prof de ski à Méribel ou un truc comme ça. Oui, mais enfin bon. C'est sûr. Ça rien ne les empêche de venir se former ailleurs. Même en oubliant le côté universel, t'as des règles très précises au niveau du CO qui sont accessibles en ligne, c'est en français très facile à voir. Il faut qu'il y ait un système de fédération clairement établi, c'est-à-dire les fédérations nationales et une fédération internationale. Il faut un organigramme et une administration bien calée pour pouvoir postuler à être sport olympique. C'est eux qui vont gérer les qualifications, etc. Ce que tu nous as dit tout à l'heure, c'est pas du tout le cas dans l'e-sport où c'est pour le coup les sponsors et les créateurs de jeux qui chapeautent tout à part en Corée. Surtout, c'est extrêmement difficile. Après, ok, tu mets une épreuve de e-sport aux Jeux Olympiques, mais tu prends quel jeu? Et puis tu mets qui? Parce que par exemple, la meilleure équipe européenne, elle est justement pour pouvoir lutter contre les équipes asiatiques. C'est des équipes internationales. Voilà. C'est-à-dire que l'équipe la plus populaire en Europe, qui est les Fnatic, il y a un Français dedans. Enfin, il y en avait plusieurs avant, mais ils se sont barrés. Mais il y a un Français, des Allemands, il y a un Espagnol. Enfin, c'est une équipe internationale. Il y a pas d'équipe nationale. C'est le même cas du cyclisme, hein. Oui, mais au JO, par contre, on voit l'équipe nationale. Oui, du coup, il faut une sélection. Ouais, mais c'est une sélection nationale. Ouais, mais ça marchera pas. Sur LoL, ça marchera pas. Des joueurs qui se retrouvent une fois tous les 3 mois pour jouer ensemble. Ouais, c'est clair. Ça va être très compliqué. C'est des jeux aussi, on l'a dit au tout début, qui demandent énormément d'entraînement. Et donc, du coup, en groupe Mythic, il faut qu'ils soient en groupe. C'est aussi pour ça qu'au niveau JO. C'est Borakim, le joueur français des Fnatic. Voilà. Le pseudo, on le passe parce que c'est. Même juste même excluant le côté législatif des fédérations qui sont nécessaires, c'est très compliqué de voir les e-sports aux Jeux Olympiques. Bon, déjà, parce qu'il faut en choisir un. Mais par contre, niveau visuel, ça marcherait parce niveau que. Visuel, ça marcherait. Parce que League of Legends par jour, c'est 27. Le plus haut pic de League of Legends dans une journée, c'est 27 millions de joueurs. Voilà. Et dans la même journée. On sait que ça serait populaire. Mais après, pourquoi pas créer une espèce de. Je sais pas, Jeux Olympiques digital ou quelque chose comme ça, tu vois, à côté. Aux Jeux Olympiques de 1924, à Paris, il y avait un concours, alors parallèle aux épreuves sportives, un concours, alors en l'occurrence c'était, il me semble, que des épreuves d'art.
Il y avait architecture. Voilà, architecture, et c'est le genre de truc où t'avais Jean Giraudoux qui participait en littérature, Maurice Ravel en musique, voilà. Et il y a des médailles d'or, d'argent et de c'est ça qui était comptabilisé avec les médailles des Jeux Olympiques ou en classement. Alors ça, je crois que c'était en classement Alex, ça demande vérification, voilà. Mais j'étais pas là à l'époque. Donc... Ce genre de choses, mine de rien, c'est assez imaginable. Même en dehors de l'étiquette Jeux Olympiques, unifier en gros tous les différents championnats et tous les différents jeux pour faire une seule grande compétition des Jeux Olympiques. Au niveau économique, ils y trouveraient leur compte très largement. Niveau popularité, j'en parle même pas. Autre complication, quel jeu ? Bah là, on met quoi comme jeu ? Parce que des jeux qui sont potentiellement e-sport, il y en a des dizaines. Donc lesquels tu présenterais, lesquels tu me laisserais de côté ? Si tu fais une Jeux Olympiques juste des jeux vidéo, tu peux tous les mettre. Bah oui, étant donné que par exemple il y a différentes catégories au tir à l'arc, t'as 20 mètres, 50 mètres, enfin moi j'ai plusieurs catégories et surtout voilà, c'est ça, catégorie poids, aujourd'hui, c'est que alors je suis pas spécialement joueur, mais la plupart des jeux vidéo qui connaissent pas mal de succès sont des jeux de guerre généralement, ou de bataille, ou de il y a affrontement de toute façon. Voilà. L'olympisme, c'est toujours, alors même si c'est virtuel, c'est toujours opposé virtuellement à la violence et à la guerre. Oui, mais enfin, les sports collectifs, c'est une équipe contre une autre, hein, donc. Ouais, mais le but, c'est pas d'aller en tir l'adversaire. Les sports qui seraient un peu physiques, genre la boxe, c'est la boxe amateur, donc c'est du toucher, pas de la frappe. L'escrime, c'est pareil, c'est du toucher, c'est pas. Heureusement que tu transperces pas le mec à chaque fois parce que. Bien dommage. Donc voilà, ça va être aussi, Oui, c'est vrai. On va finir là-dessus sur le fait que peut-être les e-sports ne sont pas totalement dans l'esprit olympique. Et même dans l'esprit sportif globalement. Voilà, ça va peut-être, même dans l'esprit sportif, ça va peut-être là-dessus qu'on peut garder une grosse différence au final aujourd'hui. Voir si c'est une frontière qui peut bouger ou pas. Donc en conclusion du débat, il y a débat. Conclusion du débat, on sait pas trop. Bon, faut voir. Peut-être d'un coup, peut-être d'autre non. Comme on dit à Rouen. Je vais laisser le Normand conclure là-dessus. Je vais vous souhaiter une très bonne semaine à tous et on se retrouve très bientôt pour le numéro 5. Salut tout le monde. Salut. Salut.